Cela représente un des plus grands défis lancés à notre pays. Si je peux me permettre cette comparaison audacieuse, c'est de l'ordre du voyage sur la Lune. Nous sommes un pays industrialisé et en ce moment, nous effectuons pour ainsi dire une opération à cœur ouvert. Nous revoyons et modifions toutes nos infrastructures et notre approvisionnement en énergie sous l'œil attentif de l'Europe. Je pense que nous avons fait le bon choix, mais c'est un véritable marathon qui nous attend. On est à peine au 3e kilomètre et tout le monde fait comme si on était déjà près du but, ou bien que l'on n'atteindra pas le but. Du coup, ce n'est pas facile. Berlin, 9 juin 2011. Heute, 90 Tage nach jenem furchtbaren 11. März, wissen wir, in 3 Reaktorblöcken des Kernkraftwerks sind die Kerne geschmolzen. Noch immer steigt radioaktiver Dampf in die Atmosphäre. Die dramatischen Ereignisse in Japan sind ein Einschnitt für die Welt. Sie waren ein Einschnitt auch für mich ganz persönlich. So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. ...25 Jahre nach Tschernobyl zieht auch die CDU aus diesen Erfahrungen Konsequenzen. Sie haben noch in der Bundestagswahl erklärt, ich zitiere, wenn ich sehe, wie viele Kernkraftwerke weltweit gebaut werden, da wäre es jammerschade, wenn Deutschland aussteigen würde. Durant des décennies, les responsables politiques allemands ont imposé d'une main de fer l'énergie nucléaire. En 2000, le gouvernement rouge-vert décide d'en sortir, notamment en raison des critiques de l'opinion publique. Fin 2010, Angela Merkel rallonge la durée d'activité des centrales atomiques, revenant ainsi sur la décision du précédent gouvernement. Vorliegende Gesetze sind auch für Sie eine Chance, Ihre Fehler zu korrigieren. Sie können gerne dabei mitmachen. Oder haben Sie etwa Angst, weil vielleicht doch wieder ein bisschen die kleine, traurige Dagegenpartei dann durchschimmert? Wir jedenfalls reichen Ihnen auch zu dieser Energiepolitik die Hand. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Troisième année de la Révolution. La mer du Nord est un lieu stratégique dans la bataille pour la transition énergétique. Borkum, une petite île de la mer du Nord. C'est d'ici que l'on contrôle la construction du parc éolien offshore de Rivgat. Le chantier a commencé il y a 14 mois. Il entre maintenant dans sa phase décisive. C'est à partir d'ici qu'est coordonnée, contrôlée et suivie chaque intervention, en bateau ou en hélicoptère. Et cela 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le parc de Rivgat, qui tient son nom d'un récif près de Borkum, comptera 30 éoliennes de 150 mètres de haut, qui pourront alimenter 100 000 foyers en électricité. Voici le plan schématique du chantier. En réalité, il fait 6 km². Là, on voit l'état actuel des travaux, les éoliennes qui sont installées et celles qui ne le sont pas encore, ainsi que l'emplacement des navires sur le site. Auparavant, Irina Lucke avait accompagné le projet Alpha Ventus, le premier parc éolien offshore allemand, conçu pour vérifier si cette nouvelle technique était réellement applicable dans les eaux allemandes. Car afin de protéger la mer des Wadden, zone maritime qui longe le littoral de la mer du Nord, les parcs doivent être construits au large, là où l'eau est très profonde. Pour le projet Alpha Ventus, on a eu du mal à trouver des entreprises à même de construire de grandes pièces en acier qui puissent être plantées en pleine mer. On ne disposait pas non plus de navires, car ils étaient tous réquisitionnés par l'industrie pétrolière et gazière. L'Allemagne avait beau s'efforcer de faire évoluer les mentalités, elle n'y parvenait pas, faute d'éléments tangibles. Jusqu'à ce qu'Alpha Ventus prouve enfin que les ambitions allemandes en matière d'éolien offshore étaient à prendre au sérieux.
Depuis que le gouvernement Merkel a lancé la transition énergétique en juin 2011, rien n'avance assez vite. Même avant Fukushima, j'étais convaincue que nous étions sur la bonne voie avec les énergies renouvelables. Ce n'est pas la panacée, mais c'est un facteur essentiel de la transition énergétique. Fukushima nous a montré que partout dans le monde, les centrales nucléaires représentaient un danger pour l'humanité entière. Si l'industrie offshore n'en est qu'à ses débuts, les autres ressources renouvelables, elles, se développent de plus en plus vite. C'est particulièrement vrai des énergies solaires et éoliennes qui connaissent un succès grandissant. Elles remplacent les 8 centrales atomiques allemandes qui ont été arrêtées définitivement en 2011, après Fukushima. D'ici 2020, toutes les centrales nucléaires outre-Rhin devront être mises hors service. Jusqu'ici, aucun pays industrialisé n'avait renoncé de manière aussi radicale à l'énergie atomique. Les ressources renouvelables sont censées prendre le relais. En 2050, elles devraient représenter 80% de l'approvisionnement en électricité. Congrès sur l'énergie à la Fondation Boll de Berlin. Experts et scientifiques du monde entier veulent savoir comment se déroule la révolution allemande. Le journaliste américain Paul Hocknuss suit tout cela de près. L'Allemagne est clairement un modèle pour d'autres pays. Elle a accompli ce qu'aucun autre État industrialisé de cette importance n'a pu accomplir, à savoir faire passer la part des énergies renouvelables de 6 à 25%, et ce en seulement 5 ou 6 ans. Nombre d'observateurs étrangers sont stupéfaits par l'essor fulgurant des énergies alternatives en Allemagne. Je pense que l'Allemagne est un exemple pour les autres pays, même si beaucoup trouvent qu'elle va trop vite. Mais la plupart, même ceux qui ont des différends avec l'Allemagne, sont impressionnés par ce qu'elle a déjà accompli. Et ils se disent, voyons d'abord comment les Allemands s'en sortent. Et si ça marche, on fera pareil. 2 ans après le début de la transition énergétique, l'expansion des énergies renouvelables dépasse toutes les attentes. Elles constitueront bientôt la ressource la plus importante du pays. Elles fournissent d'ores et déjà plus d'électricité que les 9 centrales nucléaires encore en service. Les énergies renouvelables représentent une part importante de l'approvisionnement en électricité et commencent même à occuper une place prédominante. Autrement dit, nous sommes à un tournant. Il faut reconnaître que, pour le moment, l'essor des ressources alternatives fait perdre énormément d'argent à beaucoup d'entreprises. Les énergies vertes sont capables de couvrir les pics de consommation, à midi par exemple. Or, auparavant, ces pics de consommation faisaient monter le prix de l'électricité, ce qui représentait de gros bénéfices pour un certain nombre d'entreprises. Celles-ci sont donc naturellement opposées au développement des énergies renouvelables. Il y a environ 1 an, on a vu apparaître un mouvement opposé à la transition énergétique. Derrière ce mouvement, on trouve les lobbyistes des grands producteurs d'énergie fossile et de l'industrie nucléaire, ainsi que certains néolibéraux des partis conservateurs. C'est simple, chaque kilowatt de plus produit par les énergies renouvelables est un kilowatt de moins pour eux. Le combat qu'ils mènent est un combat d'arrière-garde. Ils luttent pour leur survie. E.ON est l'un des 4 grands groupes énergétiques allemands. Chiffre d'affaires annuel, 130 milliards d'euros. Sur les 11 centrales nucléaires dans lesquelles E.ON détenait des parts, seulement 4 sont encore en service. L'entreprise prévoit donc de licencier 11 000 salariés dans le monde. La transition énergétique est plus rapide que la capacité de réaction d'E.ON. Tout le secteur nucléaire est basé sur le long terme, sur des cycles de 20 à 30 ans, alors que la transition énergétique, elle, s'effectue en l'espace de 2 ou 3 ans. Et qui sait, peut-être que dans 4 ou 5 ans, tout aura de nouveau complètement changé. C'est pour cette raison qu'E.ON ne peut pas suivre. C'est comme si un éléphant courait derrière un lapin.
Bien sûr, la transition énergétique est une chance pour nous tous. Seulement, il faut l'envisager à plus long terme. Ce qui s'est passé en Allemagne depuis 2011 aurait pu être étalé sur 5 à 10 ans. Je pense que la transition énergétique aurait alors été supportable pour nous tous. Là, finalement, c'est nous qui devons payer. Je pense que d'ici quelques années, E.ON n'existera plus sous sa forme actuelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas survivre dans ces conditions. Le géant s'écroule. Il y a 5 ans, une action E.ON se vendait plus de 40 €. Aujourd'hui, elle n'en vaut plus que 12. Les actionnaires veulent savoir comment le groupe peut à nouveau gagner plus d'argent avec l'électricité. Le PDG, Johannes Tyson, est pris de court. La production d'électricité, qui a toujours été une des activités clés de notre entreprise, est sous pression. Comment se fait-il qu'un bien toujours aussi précieux se vende à des prix de plus en plus bas? C'est la combinaison redoutable d'une demande trop faible et d'une réglementation trop lourde en Europe et en Allemagne. Mais, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas au Parlement européen ni au Bundestag. Nous sommes à l'Assemblée générale d'E.ON. Nous ne sommes pas là pour sauver le monde ou la transition énergétique. Notre mission est d'accroître nos actifs et nos performances pour nos clients, et si nécessaire, de les protéger. Johannes Tyson a élaboré une nouvelle stratégie. Miser davantage sur les énergies renouvelables qui ne représentent encore que 10% du chiffre d'affaires d'E.ON. Les grands groupes énergétiques ont trop longtemps sous-estimé le dynamisme de la révolution électrique. Je voudrais bien qu'on me dise qui est le plus courageux. À ce jour, nous avons investi 9 milliards d'euros dans les énergies renouvelables. 9 000 millions d'euros. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui font mieux que nous. Je ne connais pas non plus beaucoup de concurrents du secteur des énergies renouvelables qui ont investi plus que nous. Dirk Kettelsen a créé un parc éolien coopératif avec des voisins. Ce genre de projet est une menace pour les groupes énergétiques. Nous sommes partis de presque rien, puis nous avons grandi. Notre parc, dans la région de Reusenköge, a atteint une taille assez conséquente. Au cours des 20 dernières années, nous avons installé 70 éoliennes qui sont toutes exploitées par les habitants. Au début, on avait quelques installations dans nos fermes. Ça a été la première étape chez les agriculteurs. Moi-même, j'en avais une dans ma cour. Les gens se moquaient et pensaient que j'étais devenu fou. La loi sur les énergies renouvelables, l'EEG, garantit au parc éolien coopératif un tarif de l'électricité suffisant pour couvrir les coûts et générer des bénéfices. Il s'agit donc d'un investissement sûr. On voit que des entreprises veulent racheter des parcs éoliens, parfois à un prix élevé, pour avoir leur part du gâteau. Mais les parcs coopératifs ne sont pas à vendre, et c'est très bien comme ça. On est un peu comme le petit village d'irréductibles gaulois, on ne se laissera pas écraser. Les grands groupes ne peuvent pas venir sur nos terres pour construire des parcs éoliens. Ils n'obtiennent ni baux à ferme, ni autorisation. C'est pareil dans toute l'Allemagne. Ce sont les habitants et les communes qui exploitent les éoliennes et font tourner l'économie. Le parc éolien coopératif de Reusenköge est géré depuis une ferme. Grâce aux indemnités garanties par la loi, les marges de bénéfices sont importantes. Mais ici, le mot « profit » a un autre sens. Au lieu d'empocher tous les excédents générés, on en investit une partie dans les énergies d'avenir. On tente de mettre sur pied des projets pilotes pour le stockage, en vue de rester performant économiquement et de réussir la transition énergétique. Les petits contre les grands. C'est une des batailles de la transition énergétique. Le combat porte également sur le rôle de l'État. Jusqu'où doit-il intervenir dans la révolution en marche?
Le gouvernement Merkel a repris l'idée de la transition énergétique. À l'origine, c'était un projet de la coalition rouge-verte, lancé en l'an 2000, et dont l'initiative revient entre autres à Hans-Josef Fell, député au Bundestag. Il y a 5 ans, j'ai dit à E.ON qu'ils auraient sans doute bientôt de sérieux concurrents et qu'ils devraient se battre pour survivre s'ils ne prenaient pas eux-mêmes la tête du combat pour les énergies renouvelables. Je me souviens des réactions. Ils pensaient que ça ne prendrait jamais. En l'an 2000, notre objectif était de doubler la part des énergies alternatives pour la faire passer de 6 à 12%. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ces doux rêveurs écolos, ils ne connaissent rien à l'économie, ils n'y arriveront jamais. Résultat, on en est à 17% alors que 12% était considéré comme un objectif irréalisable. Et maintenant, la progression va encore plus vite parce que les technologies sont bon marché, que la société est bien informée, que beaucoup d'entreprises participent au projet et que les infrastructures nécessaires ont été mises en place. Congrès annuel du syndicat allemand de l'industrie énergétique. Le secteur est en pleine ébullition. Le ministre de l'Environnement doit sans cesse s'expliquer, y compris ici. En effet, un tiers du prix de l'électricité seulement correspond au coût de production. Le reste se compose de taxes, d'impôts et autres prélèvements. Seule une petite partie de cet argent est consacrée à la construction d'un nouveau réseau électrique. Le système d'approvisionnement en énergie tel qu'on l'a connu pendant des décennies et même pendant près de 150 ans est en pleine mutation. La structure du réseau évolue, tout comme le profil des acteurs. Il y a beaucoup de bouleversements. Le gouvernement a-t-il vraiment un plan pour le modèle énergétique du futur? Il a repris bon nombre de réglementations de ses prédécesseurs écologistes et sociodémocrates, telles que la priorité des énergies vertes dans le système électrique et l'indemnisation de leur mise en réseau. Si l'on additionne les dépenses liées aux indemnités de mise en réseau, on obtient un total de près de 66 milliards d'euros. À cela s'ajoute le coût des installations construites jusqu'à la fin de l'année dernière, soit environ 250 milliards d'euros à rembourser sur les 20 prochaines années. Peter Altmaier a tiré la sonnette d'alarme et lancé un débat. Voici quelques mois, il a déclaré que la transition énergétique coûterait in fine 1000 milliards d'euros à l'Allemagne. J'ai donné un chiffre, il est très impressionnant. Il se rapporte à l'année 2040. Si on ne fait rien, si on n'agit pas, on en aura pour 1 billion. Ce chiffre a eu un impact très positif. Désormais, la question du coût est partout débattue. Tout le monde se demande comment baisser le coût des énergies renouvelables. J'espère donc qu'il n'y en aura pas pour 1 billion. Ce chiffre n'est pas au service d'une manœuvre politique. C'est une estimation qui a été calculée très sérieusement. Avec la transition énergétique, on est en terrain inconnu. On n'a pas de repères. C'est pour cela que la construction d'éoliennes en haute mer a coûté bien plus cher que prévu. Actuellement, on verse près de 20 milliards d'euros par an pour les indemnités de mise en réseau, c'est-à-dire pour la promotion des énergies renouvelables. Ça a permis le succès de l'opération, mais cette aide n'est pas extensible à l'infini car elle est payée par les contribuables. En route pour les prochains rendez-vous. Encore une fois, le ministre discutera de la transition énergétique et surtout de son coût. Depuis que Peter Altmaier a chiffré le montant total du projet à 1000 milliards d'euros, sans prendre en compte ses avantages, le vent tourne en Allemagne. Un nouveau défi pour la révolution énergétique. Dans le monde entier, on s'intéresse à la transition énergétique allemande, même si on en a une perception différente. En 2011, on n'y croyait pas trop, et on prenait les Allemands pour des fous, alors que chez nous, il y avait beaucoup d'euphorie. Ça a un peu changé ces 2 dernières années. Désormais, à l'étranger, on prend les choses au sérieux parce qu'il n'y a pas eu de panne de courant et que l'Allemagne n'a pas importé massivement d'énergie nucléaire comme on le prévoyait. Mais ici, l'état d'esprit est bien différent. On sent plus de méfiance et de découragement. La situation est tout autre au Danemark, où les énergies renouvelables ont depuis longtemps le vent en poupe. Le gouvernement affiche un objectif ambitieux, 100% d'électricité verte d'ici 2050.
Toute une industrie en profite. En 2004, Siemens, la plus grande entreprise allemande, a fait ici l'acquisition d'une usine d'éoliennes, devenant en un rien de temps l'un des leaders du marché. Au Danemark, on a d'abord acheté un savoir-faire. Aujourd'hui, on construit de gigantesques éoliennes qui peuvent alimenter 12 000 personnes en électricité lorsqu'elles tournent à plein régime. Au début, on pouvait encore porter les pales des rotors sous le bras. Maintenant, il faut 18 à 20 semi-remorques pour en transporter une seule. On est en train de construire une éolienne de 6 MW. Le seul problème, c'est la logistique. Mais on va trouver des solutions. Je ne vois aucune limite. Le port d'Esbjerg, sur la côte danoise de la mer du Nord. C'est d'ici que Siemens fournit toute l'Europe en pièces détachées pour les parcs éoliens offshore. Un navire flambant neuf construit à Dubaï transporte pales de rotor et segments de mât. Mais aujourd'hui, en raison des vents violents qui soufflent en mer du Nord, il ne peut pas partir. Les retards sont monnaie courante et bloquent tout le processus. Nous voici à bord d'un navire de service du projet Rifgat. Sur ce chantier aussi, on attend une livraison du Danemark. Chaque jour de retard coûte de l'argent. Le bateau atteint les eaux allemandes 3 jours plus tard que prévu. Il a parcouru 130 000 marins depuis son port d'attache. Ce navire de construction vient de chez Siemens, du port d'Esbjerg au Danemark, où 8 éoliennes ont été embarquées. Si vous regardez bien, vous verrez 8 mâts qui doivent être montés ensemble. C'est une première dans l'industrie éolienne. La station de transformation est le cœur du dispositif. Elle convertit le courant éolien pour qu'il puisse être acheminé vers la terre ferme. L'ouvrage pèse plus de 2000 tonnes et permet au parc de fournir régulièrement de l'électricité. C'est un point que les pionniers de l'offshore mettent sans cesse en avant. Dans le cadre du projet Alpha Ventus, on a constaté que 2 jours par an, c'était le calme plat et que les installations ne généraient pas de courant, contrairement aux 363 jours restants. Mais il est clair qu'en haute mer, on a un excellent potentiel d'énergie et des vents réguliers. Nous pouvons donc affirmer que nous sommes en mesure de couvrir la charge de base. À l'automne 2013, Rifgat devrait pouvoir fournir de l'électricité. Mais on ne sait pas encore si les câbles qui l'achemineront vers la terre ferme seront prêts à temps. L'opérateur du réseau rencontre des problèmes techniques. Bremerhaven, en Allemagne. Toute une industrie s'est implantée ici, alléchée par le potentiel de l'énergie éolienne. Mais sur ce terminal aussi, les retards sont récurrents. Aujourd'hui, tout se passe bien. Les fondations des éoliennes du parc offshore Trianel pèsent 900 tonnes et sont chargées centimètre par centimètre sur un navire. L'ensemble de l'opération est financé par plusieurs services municipaux. L'ingénieur en chef vient d'Aix-la-Chapelle. Le coup d'envoi de ce projet de centrale offshore a été donné il y a 5 ans. Comme tous les professionnels du secteur, nous avons appris que l'exploitation du vent en mer était complexe et coûteuse. Nous sommes actuellement en phase d'apprentissage et nous espérons pouvoir bientôt réduire les difficultés et les lenteurs liées à la construction de ces parcs. La construction du parc éolien Trianel coûtera au total entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros. Au départ, on avait tablé sur bien moins d'1 milliard. Le rendement est toujours positif, mais il n'est plus à 2 chiffres comme on l'avait espéré au début. Il est à un seul chiffre. Cela ne correspond pas aux risques liés à l'éolien en mer. La situation de l'Allemagne a ceci de particulier que les parcs éoliens offshore que l'on construit se situent très loin des côtes. On ne trouve ça nulle part ailleurs dans le monde. On construit en haute mer et, comme je l'ai appris, une éolienne de ce type n'a rien à voir avec une éolienne montée sur la terre ferme. Les contraintes techniques à satisfaire sont très différentes.
C'est un défi sans commune mesure avec celui qu'ont pu poser les parcs éoliens au large des côtes britanniques ou danoises, par exemple. Il a été sous-estimé, notamment par les fabricants d'équipements qui pensaient tous que les choses iraient relativement vite, qui ont signé des contrats en conséquence et qui se sont rendus compte ensuite que ce n'était pas aussi simple que ça. Ça explique en grande partie les retards. En général, les parcs éoliens allemands se trouvent si loin en mer qu'on ne les voit pas du littoral. Cela signifie qu'il faut poser des centaines de kilomètres de câbles sous l'eau. C'est l'autre problème de l'énergie éolienne offshore. Sa mise en réseau est onéreuse, surtout en Allemagne, où les installations sont situées très loin des côtes. Donc pour moi, le coût total de l'éolien en mer ne sera jamais inférieur à celui de l'éolien terrestre. C'est pourquoi sa production doit se limiter à quelques gigawatts. Berlin, le think tank Agora, dirigé par Rainer Baake. Quand il était secrétaire d'État, en l'an 2000, il a planifié et lancé la première transition énergétique. Son équipe a analysé la situation actuelle de l'industrie offshore. Avec une meilleure stratégie, on pourrait économiser 3 à 4 milliards par an jusqu'au début des années 2030. Les sommes en jeu sont énormes. Et même si elles peuvent paraître modestes par rapport à l'ensemble du réseau électrique, il faut bien les payer. Or, la question du coût est cruciale pour le succès de la transition énergétique. La courbe d'apprentissage de la technologie offshore devrait être la même que celle des autres technologies. À l'arrivée, ou bien cette technique se révélera compétitive, ou bien, si elle reste trop chère, elle s'avérera être une impasse. La ville de Bremerhaven a investi massivement dans les infrastructures afin de devenir un pôle attractif pour l'industrie offshore. Elle a financé et construit des installations portuaires, des routes et des canaux afin de pouvoir transporter les grandes éoliennes. Elle a misé gros sur la production d'électricité en mer. Au cours de ces 35 dernières années, nous avons connu une forte régression économique qui s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est la fermeture des chantiers navals. La deuxième, le recul de la pêche hauturière allemande. Depuis une bonne décennie, la ville a retrouvé espoir. Aujourd'hui, environ 4000 personnes travaillent dans le secteur de l'éolien offshore à Bremerhaven, ce qui fait près de 10% de la population active. C'est une planche de salut à laquelle on s'accroche et on croit. Nous sommes donc très inquiets de la remise en cause du développement de cette activité. La question de la rentabilité de l'éolien offshore est cruciale non seulement pour l'économie de Bremerhaven, mais aussi pour l'avenir du secteur dans le monde entier. L'an dernier, nous avons reçu 26 délégations internationales. Tous les 15 jours, il y en avait une qui venait observer ce projet pionnier en matière de transition énergétique, pour reprendre la formule du ministre écossais de l'énergie. Nous avons eu des délégations de Corée du Sud, du Vietnam, de Fukushima, d'Amérique du Nord. Les visiteurs viennent des 4 coins du monde malgré les retards et les problèmes rencontrés. Le lobby de l'énergie éolienne organise des excursions en bateau pour faire visiter les sites allemands à ce public d'experts, avant tout curieux de savoir si les parcs éoliens situés en haute mer seront un jour rentables. Je pense que l'expérience acquise par les entreprises offshore ici, en Allemagne, peuvent être utiles aux États-Unis. Ça nous permettra de prendre un meilleur départ et de réduire les coûts de l'exploitation du vent en mer. Ce qui est bon pour l'Allemagne sera bon aussi pour nous. Nous aurons les coûts énergétiques les plus bas du monde. Le fait que la plupart des parcs offshore allemands seront reliés au réseau plus tard que prévu ne décourage pas les investisseurs étrangers potentiels. Il y a beaucoup d'intérêt pour le secteur et beaucoup d'envie d'investir dans le secteur. Je dirais même qu'il y a plus d'investisseurs qu'il y a de projets disponibles aujourd'hui. Les investisseurs aiment le fait que ce soit des revenus de long terme très stables. Donc ça correspond souvent bien à leurs besoins, comme les fonds de pension qui ont des besoins de très long terme. Et les risques commencent à être de mieux en mieux compris. Dans ce combat pour le capital, l'Allemagne a de la concurrence. Le plus grand parc offshore de la planète, London Array, se trouve près de l'estuaire de la Tamise. Depuis le mois de juillet, 175 éoliennes y produisent du courant. Avec ce projet, la Grande-Bretagne occupe le devant de la scène. L'Allemagne, elle, perd du terrain. Outre-Rhin,
l'industrie a bien du mal à injecter dans le réseau la quantité d'énergie offshore promise par le gouvernement. On s'est fixé des objectifs, mais maintenant on sait qu'ils ne seront sans doute pas réalisables. 10 gigawatts d'ici 2020, c'est utopique, il faut bien le dire. Les critiques se font plus vives, notamment parce que les parcs touchent de l'argent même quand leur raccordement n'est pas encore finalisé et qu'ils ne peuvent pas fournir d'électricité. Autant de coûts qui doivent être supportés par les consommateurs. C'est injuste de reprocher à l'industrie offshore de faire monter les prix, alors qu'aucun parc éolien n'est encore vraiment relié au réseau électrique. Il y a encore 2-3 ans, les responsables politiques incitaient les PME et les compagnies d'électricité à se tourner vers l'éolien offshore. C'est une des clés du succès de la transition énergétique. On a devant nous le premier parc éolien commercial en mer du Nord. Pourquoi faire marche arrière? On commence seulement à se développer. Au cours des 6 ou 9 derniers mois, le revirement de l'opinion publique a été très brutal. Ça vaut non seulement pour l'éolien offshore, mais aussi d'une manière générale pour la transition énergétique et les ressources alternatives. On en vient à craindre que l'expression transition énergétique ne devienne un gros mot, et je trouve ça injuste. La transition énergétique, un gros mot, la question des coûts mis en avant, tout cela fait quotidiennement débat au Bundestag. Le gouvernement qui a été forcé d'engager la transition énergétique soutient-il vraiment ce projet? A-t-il en vue l'ensemble de la révolution électrique et sa coordination? Ou bien se sert-il du débat sur les coûts pour attaquer l'opposition? Jetzt lese ich Ihnen mal ein Zitat vor. Es bleibt dabei, dass die Förderung der erneuerbaren Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur rund 1 Euro im Monat kostet. So viel wie eine Kugel Eis. Jürgen Trittin als Umweltminister im Jahre 2004. Meine Damen und Herren, wer so mit den Bürgerinnen und Bürgern umgeht und wer sie so wenig über das informiert, was diese Energiewende bedeutet, der wird seinen demokratischen Verpflichtungen nicht gerecht. Und deshalb muss über Kosten geredet werden. Grâce à la garantie sur les prix de l'électricité, de plus en plus d'énergies vertes sont injectées dans le réseau, mettant le gaz, le charbon et le nucléaire sous pression. Mais les grands groupes énergétiques refusent de voir ces ressources disparaître sans livrer combat. Le problème actuellement, c'est qu'on a de plus en plus d'énergie renouvelable alors qu'on n'a toujours pas arrêté les centrales nucléaires et à charbon. Il y a des jours où le soleil ne brille pas et où le vent ne souffle pas. Donc on a besoin de ces capacités de réserve. Mais lorsque les journées sont ensoleillées et venteuses, on ne peut pas éteindre subitement les centrales atomiques. Pendant ce temps, les installations photovoltaïques et les éoliennes tournent à plein régime. Résultat, on produit beaucoup plus d'électricité qu'on ne peut en consommer en Allemagne. Au début de la transition énergétique, on parlait de risques de panne et de pénurie d'approvisionnement. Et maintenant, on nous dit qu'il y a trop d'électricité issue du soleil, du vent et de l'eau. Comment est-ce possible? Autrefois, quelqu'un qui voulait construire une centrale électrique devait demander une autorisation. On vérifiait toujours si on avait besoin d'électricité. Pas de besoin, pas d'autorisation. De nos jours, chacun construit ce qu'il veut où il veut. On ne vérifie plus s'il y a un réseau et si on a vraiment besoin de courant. On n'en parle que plusieurs mois après. Il y a des régions où on produit 7 fois plus d'électricité qu'on en a besoin, même au plus froid de l'hiver. Et il n'y a même pas de ligne d'alimentation. Derrière chaque kilowatt injecté dans le réseau électrique se cache un panneau solaire fabriqué de plus en plus souvent non pas en Allemagne, mais en Chine. Les entreprises allemandes profitent donc rarement de ce filon, aux grandes dames de Michael Süss, directeur du secteur énergie chez Siemens. Pourquoi installe-t-on toujours plus de panneaux alors qu'il semble y avoir déjà trop d'énergie solaire? Avec la loi sur les énergies renouvelables, le EG, on a encouragé l'exploitation de ces ressources pendant de nombreuses années. Et depuis la crise des marchés de capitaux en 2008, c'est devenu un mode de financement à part entière. On a l'assurance d'obtenir 7 à 10% de rendement sur 20 ans, donc on n'hésite pas, et ça continuera tant qu'on ne mettra pas le haut là. Siemens,
pourtant pionniers de la transition énergétique, tirent trop peu de bénéfices de cette nouvelle manne. Aujourd'hui, on gaspille 20 milliards d'euros par an. Pour rien. Il faut que ça cesse. 20 milliards d'euros, c'est la somme que les producteurs d'énergie renouvelable touchent grâce à l'EEG. Cela rend ces ressources de plus en plus puissantes et en fait un élément clé du combat pour le marché de l'électricité. Au cours des 10 dernières années, on a vu émerger un certain nombre de lobbies dans le secteur des énergies alternatives. Ils sont maintenant sur un pied d'égalité avec les lobbies des producteurs d'énergie fossile et nucléaire. On assiste donc à un véritable bras de fer public entre ces deux forces. Ce conflit est aussi une bataille des mots. Chacun cherche à imposer sa propre définition de la transition énergétique. On produit de plus en plus d'électricité jetable. Le soleil et le vent génèrent ensemble plus de courant que le pays ne peut en consommer. L'électricité jetable n'est pas une solution judicieuse, même lorsqu'elle provient du vent et du soleil. L'électricité jetable? En Allemagne, tous les producteurs d'électricité ne sont pas de cet avis. Rassemblés en association, les petites entreprises communales voient d'un autre œil le boom des énergies vertes. Cette surcapacité n'est absolument pas un problème, au contraire. Nous nous projetons jusqu'en 2050. La croissance est simplement plus rapide que prévu. En soi, cette accélération est quelque chose de positif, mais il faut revoir en conséquence l'ensemble du système. La loi EEG ne dit pas comment le développement des énergies renouvelables peut être intégré dans un modèle global pour que le prix de l'électricité reste compétitif. Rien n'a été prévu à ce niveau-là. La bourse et le réseau ne suivent pas? Non, ils ne suivent pas. Chaque fois qu'il y a beaucoup de soleil ou de vent, l'électricité est nettement moins chère. Il n'y a pas de frais de combustible, donc les prix de l'électricité chutent en bourse. Or, ces prix servent de base au calcul du surcoût des énergies renouvelables. Et si cette base diminue, la différence est plus importante. Les énergies renouvelables sont donc victimes de leur succès. Elles tirent le prix de l'électricité vers le bas et on leur reproche de casser le marché. Par ailleurs, les groupes énergétiques ne répercutent pas cette baisse de prix sur les consommateurs, mais augmentent tout simplement leurs marges. Grands groupes, parcs collectifs, gestionnaires de réseaux, tous les acteurs du marché de l'électricité doivent devenir plus flexibles. Nous devons bien voir quel est le défi majeur de la transition énergétique. Deux ressources se sont imposées, le vent et le soleil, qui produisent plus ou moins de courant selon la météo. Nous avons donc besoin d'un système bien plus souple. Les installations conventionnelles doivent pouvoir s'adapter aux fluctuations des énergies renouvelables. Nous devons développer les réseaux électriques pour établir un équilibre entre l'Allemagne et l'Europe, et nous devons mieux gérer la demande, pour ne citer que quelques exemples. Si nous ne réglons pas ces questions, nous ferons face à des contradictions, et la transition énergétique ira droit dans le mur. Il n'existe pas encore de technique permettant de stocker du courant sur une longue durée. Comme l'électricité verte a la priorité, elle est injectée quasi systématiquement dans le réseau et doit être acheminée là où on en a besoin. Or, les capacités de transport ne suffisent pas encore. Le réseau électrique allemand est un vaste chantier. Pendant des années, les opérateurs n'ont pas voulu installer de nouvelles lignes par souci d'économie. Il en manque près de 2000 km. Seuls 250 km de lignes électriques ont été posées au cours de ces dernières années. La clé de la transition énergétique en Allemagne est le développement des ressources renouvelables. Or, celles-ci ne se trouvent pas aux mêmes endroits que les centrales traditionnelles. On va donc assister à un déplacement de la production énergétique vers d'autres régions. On génère bien plus d'électricité dans le nord que par le passé. C'est particulièrement vrai pour le courant éolien. Autrement dit, il faut construire de nouvelles lignes pour son transport. Les infrastructures doivent s'adapter au changement des sites de production. Le réseau électrique allemand compte parmi les plus stables au monde. Il n'enregistre que 14 minutes de panne par an. Mais il est sous pression, car il doit être plus performant qu'avant la transition énergétique. Les énergies renouvelables produisent du courant de manière irrégulière et les centrales traditionnelles ne sont pas assez flexibles. Elles ont besoin de temps pour démarrer.
les 4 gestionnaires de réseau allemands doivent veiller à ce qu'il y ait toujours assez d'électricité, ni trop, ni trop peu. Les variations de l'approvisionnement en électricité doivent être compensées. L'alimentation ne suit pas la consommation, comme c'est le cas pour une centrale classique qu'on pilote en fonction des besoins en électricité. Cette compensation doit être réalisée dans le réseau universel. C'est un défi. Imaginez un lac où de l'eau se déverse et s'évacue. Si les deux mouvements ne se compensent pas, si l'afflux et l'écoulement d'eau ne s'équilibrent pas, soit il y a une inondation, soit le lac se vide. 2 écueils à éviter. Chez nous, le niveau de l'eau, c'est la fréquence. Nous devons maintenir cette fréquence à 50 Hz. Les opérateurs allemands doivent intervenir plus de 1000 fois par an pour réguler les éoliennes, réduire l'activité des centrales nucléaires ou dévier le courant, car, bien souvent, il y a trop d'électricité dans le réseau. La transition énergétique en Allemagne a un impact aussi sur nos voisins, pour la simple et bonne raison que tous les réseaux sont interconnectés. Pour bien comprendre, imaginez une rivière. L'eau emprunte les voies qu'elle trouve sur son passage. Il n'y a pas un bras de la rivière qui reste vide et un autre qui charrie de l'eau. L'eau s'engouffre dans les 2 bras et se répartit comme elle peut. De la même façon, l'électricité issue des installations à énergie renouvelable est acheminée du nord vers le sud de l'Allemagne. Elle transite en partie par notre réseau national, comme on le souhaite, mais une partie fait aussi un crochet par les réseaux polonais et tchèques. L'Allemagne envoie une partie de son électricité vers la République tchèque. Ce faisant, elle exporte non seulement des kilowatts, mais aussi des problèmes. Juste derrière la frontière, industries lourdes et centrales électriques dominent le paysage. La République tchèque mise sur l'électricité issue du nucléaire et surtout du charbon, non seulement pour ses propres besoins, mais aussi comme produit d'exportation. La centrale de commande de Prague. Ici, on est souvent occupé à délester le réseau allemand de l'excédent de courant qu'il ne peut plus prendre en charge. L'Allemagne a un tel surplus d'électricité qu'elle a besoin de l'aide d'autres pays pour l'absorber. Dans notre cas, le seuil critique a été atteint fin 2011, début 2012. Nous avions utilisé tous les moyens à notre disposition pour maintenir la stabilité de notre réseau. Jusque-là, nous n'avions jamais bloqué l'électricité en provenance d'Allemagne. Au contraire, nous avons toujours essayé d'aider nos voisins pour qu'ils puissent faire transiter le plus de courant possible par notre réseau. Mais cela ne pouvait se faire qu'en respectant nos normes de sécurité. Or, nous n'avions plus aucune marge de manœuvre. Nous n'avions donc plus qu'à espérer qu'il n'arrive rien d'autre. Je comprends très bien que nos voisins voient ces flux de courant d'un œil critique et nous posent la question, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi devrions-nous prendre en charge ces surplus? Car ils n'en retirent aucun bénéfice. L'électricité passe par leur territoire, puis revient chez nous. Ces problèmes techniques provoquent des désaccords au plus haut niveau politique. La situation est tellement délicate que le ministère tchèque des Affaires étrangères a nommé un ambassadeur spécial chargé de la sécurité énergétique. L'hiver dernier, il y a eu 22 jours où l'on a violé la règle N-1, c'est-à-dire qu'on a enfreint toutes les normes de sécurité destinées à protéger le réseau. Dans ces cas-là, le moindre problème technique, le moindre incident dans un poste de transformation peut entraîner une panne générale. C'était une situation inédite pour nous. Jusque-là, nous n'avions jamais de panne, ou tout au plus un jour par an. Maintenant, nous en sommes à un niveau qui est jugé normal dans d'autres pays comme l'Italie. Or, nous sommes habitués à avoir un système énergétique plus puissant, plus robuste. Nous sommes au pied du mur. Nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Autrement dit, il pourrait vraiment y avoir un blackout à l'échelle locale ou même européenne si nous ne réglons pas ces questions. Il n'y a pas encore de solution en vue. Et au ministère tchèque des Affaires étrangères, on se prépare au pire. Un trop-plein de courant dans le réseau national pourrait provoquer une panne dans toute l'Europe. À l'automne 2012,
Le gouvernement a autorisé l'opérateur tchèque à se déconnecter du réseau si un tel scénario se reproduit, que les flux de courant entre le nord et le sud de l'Allemagne deviennent trop dangereux. Il faudra alors se débrancher du réseau européen. L'argument que j'ai exposé au gouvernement était très simple. Soit il y a une panne générale dans toute l'Europe centrale, soit il y a une panne générale dans toute l'Europe centrale, moins la République tchèque. À votre avis, quelle décision le gouvernement tchèque a-t-il prise? C'est évident. La seule solution à long terme, c'est de construire les réseaux nécessaires en Allemagne pour relier le nord et le sud, l'est et l'ouest. Nous pouvons aider l'Allemagne et nous le faisons souvent. Mais il y a une limite physique à partir de laquelle nous ne pouvons plus prendre en charge les excédents. L'Allemagne doit donc faire le ménage devant sa porte et régler ses problèmes, comme nous le faisons nous-mêmes. Un avertissement adressé à Berlin et une analyse simple. Il faut se donner les moyens techniques de ses ambitions politiques. Sans l'aide de ses voisins, l'Allemagne ne pourra pas mener à bien son projet. Il est clair que jusqu'ici, la transition énergétique était pensée uniquement à l'échelle nationale. Les Allemands commencent seulement à se rendre compte que beaucoup d'autres pays sont mécontents. La France, par exemple, n'apprécie pas que l'Allemagne fasse cavalier seul et lui reproche de ne pas collaborer avec ses voisins européens. Comme elle, de nombreux pays souhaiteraient que la transition énergétique soit réalisée au niveau européen et pas seulement au niveau allemand. Depuis des années, on débat ensemble au sein de l'Union européenne et soudain, pratiquement du jour au lendemain, l'Allemagne prend une décision qui a des répercussions sur la politique énergétique de l'Europe sans avoir consulté qui que ce soit. Clairement, si on continue comme ça, la transition énergétique va semer une sacrée pagaille en Europe. Je suis désolée d'être aussi négative, mais je pense vraiment que la situation actuelle n'est pas tenable. Elle compromet à la fois votre transition énergétique et la nôtre. Au sein de l'Union européenne, on n'est pas d'accord sur la future composition du bouquet énergétique. Contrairement à l'Allemagne, la France veut continuer à privilégier le nucléaire. Là où le dialogue peut être quelquefois difficile entre Français et Allemands sur l'énergie nucléaire, c'est que la dimension morale que les Allemands mettent dans le fait de ne pas recourir à l'énergie nucléaire et de favoriser les énergies renouvelables n'existe pas du tout dans l'esprit des Français, qui restent dans leur majorité assez fiers, je pense qu'il faut le dire, de ce système énergétique très performant qu'ils ont construit. Nous estimons que la transition énergétique est une bonne chose s'il s'agit d'accroître l'efficacité énergétique, de réduire le CO2 et de développer les ressources renouvelables. Quant à la sortie du nucléaire, eh bien, c'est une décision dont nous n'avons pas vraiment pris la mesure à l'époque. Nous n'avons pas le sentiment de devoir nous engager dans cette voie, nous aussi. Les Allemands ont pris conscience qu'à long terme, pour pouvoir survivre, la transition énergétique devait être européanisée. Reste à savoir si l'Union européenne va européaniser la transition énergétique ou si l'expérience allemande va servir de modèle à l'Europe. C'est la question à 1 million. Bruxelles. Ici, au cœur de l'Union européenne, l'initiative isolée de l'Allemagne a suscité l'admiration, mais aussi l'exaspération. Philipp Rösler, le ministre fédéral allemand de l'économie, se rend à une conférence où il s'adressera à des professionnels du secteur énergétique venus des 4 coins de l'Europe. Depuis 2 ans, il tente de calmer la grogne que l'Allemagne a provoquée chez ses partenaires européens en faisant cavalier seul. Le premier conseil des ministres de l'énergie auquel j'ai assisté en tant que ministre de l'économie a eu lieu 1 semaine après notre décision de sortir du nucléaire. C'était à Varsovie.
À l'extérieur, il faisait très chaud, c'était en juin 2011, et à l'intérieur, il faisait un froid glacial. Et ça ne venait pas de la climatisation, mais de ce que nos voisins européens nous disaient, à juste titre d'ailleurs. C'est très intéressant ce que vous avez fait hier. Mais avez-vous réfléchi aux conséquences pour vos voisins européens, pour la Pologne, la France et la République tchèque? L'Union européenne non plus n'a pas pris en compte l'Allemagne. Le bouquet énergétique est du ressort de chaque État membre. Sur ce point, Bruxelles n'a pas d'influence directe. Le commissaire européen à l'énergie est justement un Allemand, Günther Oettinger. Je dis à tous ceux qui sont ambitieux, qui développent particulièrement vite les énergies renouvelables et qui réduisent fortement les émissions de CO2, si vous faites cavalier seul, vous aurez bonne conscience, vous dormirez bien, mais vous n'aurez aucun impact à l'échelle mondiale. Je m'adresse au Danemark, à l'Allemagne, à l'Autriche et à la Suède. On ne peut être efficace qu'en équipe. Il faut être pragmatique, réaliste et prêt à faire des compromis. Mais l'Union européenne n'a pas d'énergie en stock pour s'attaquer au thème de l'électricité. Elle a assez à faire avec les problèmes de l'euro et la crise financière. Le fait est qu'actuellement, il n'y a pas de politique énergétique commune. Au contraire, les États font machine arrière. On revient sur les acquis du marché commun, on s'isole, et la question énergétique est intégrée à la politique industrielle moderne, ce qui, selon moi, est une erreur fatale. Ce serait le pire des scénarios, que la transition énergétique reste un choix national. Elle n'est pas faite pour rester cantonnée à l'intérieur de nos frontières. Nous faisons de la transition énergétique un modèle exportable. Et qui est le mieux placé pour démontrer que c'est un modèle exportable, que d'autres pays peuvent suivre des stratégies similaires parce qu'elles marchent en Allemagne? L'Union européenne. Pour l'heure, cependant, une seule chose fonctionne en matière d'énergie au sein de l'Union, le marché de l'électricité. Il a été libéralisé en 1998, mais ne peut pas être régulé par Bruxelles, car l'électricité est du ressort des États. Grâce au marché commun européen, on peut acheter de l'électricité indifféremment en Allemagne ou à l'étranger. Et visiblement, nos voisins aiment acheter notre électricité, surtout à la pause de midi quand on injecte de l'énergie photovoltaïque dans le réseau. C'est le moment où le courant atteint son prix record en Europe, alors qu'il se vend à un tarif relativement intéressant en Allemagne, plus intéressant que celui des centrales traditionnelles à l'étranger. Ces 2 dernières années, à la veille de l'hiver, le lobby des énergies fossiles a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y aurait des pannes générales et des pénuries d'électricité, que l'industrie allemande en pâtirait et que l'Allemagne devrait importer de l'énergie nucléaire de France et de la République tchèque. Ce n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu de panne. Et ces hivers-là, l'Allemagne a même exporté de l'électricité vers la France. Ces accusations ont été répandues par le lobby des énergies fossiles. Et elles ont été ressassées jusqu'à ce que les gens finissent par y croire. 6 centrales atomiques ont été arrêtées d'un seul coup, et 1 an plus tard, l'Allemagne exporte plus d'électricité que jamais. Notre excédent d'exportation est important, c'est vrai. En 2012, il était extrêmement élevé. On est loin des craintes que certains ont exprimées et selon lesquelles l'Allemagne deviendrait dépendante de l'électricité des pays voisins si elle arrêtait ses centrales nucléaires. C'est l'inverse qui s'est produit. Paris. En France, 75% de l'électricité provient de centrales atomiques. Leur part doit être ramenée à 50% au cours des prochaines années. Et nombre de centrales au charbon vont bientôt être mises à l'arrêt. Elles sont trop polluantes et ne satisfont plus aux normes européennes. Le pays doit donc importer de l'électricité. C'est pourquoi les ressources renouvelables allemandes se négocient également ici, à la Bourse de l'électricité de Paris, d'autant qu'elles sont bon marché par rapport à l'énergie produite par de nombreux fournisseurs français. Ça, c'est le rôle de la Bourse de participer au premier plan à l'intégration du marché européen en faisant en sorte que les capacités qui sont mises à disposition par les gestionnaires de réseau soient utilisées à 100%. Ils s'y traitent en rythme annuel à peu près 35% de la consommation électrique de la France et de l'Allemagne réunies. Et tout cela est livré sur les réseaux français, allemands, suisses et autrichiens. La bourse permet en outre d'exporter les excédents d'énergie alternatives allemandes dans toute l'Europe. On achète l'électricité de demain en se basant sur les prévisions météo.
Le marché Day-Ahead, c'est une enchère quotidienne à midi. Et vous avez, après cela, et c'est de plus en plus important à cause du renouvelable qui est injecté dans le système, le marché infrajournalier, qui lui est un marché continu, jusqu'à 45 minutes avant la livraison. Tout ce qui est traité à la bourse est livré physiquement. L'électricité verte allemande bouleverse les marchés et par là même l'ensemble du système de production. Les conséquences de la transition énergétique allemande sur la France ne sont pas extrêmement visibles par le grand public. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, le seul fait observable pour moi, c'est donc que les prix de marché baissent à cause de l'afflux massif d'énergie renouvelable déjà rémunérée et que certaines centrales ne sont plus rentables. Les bas prix à la bourse profitent non seulement aux consommateurs français, mais aussi à quelques entreprises allemandes. Certaines entreprises sont énergivores, dans la sidérurgie, l'industrie de l'aluminium ou encore la chimie. Elles achètent directement à la bourse et profitent de la transition énergétique, puisque les prix de gros de l'électricité ont été quasiment divisés par deux entre 2008 et 2013. En outre, ces branches de l'industrie allemande ont été exonérées de la taxe sur les énergies renouvelables. Autrement dit, elles ne cofinancent pas la transition énergétique, mais profitent de la baisse des prix à la bourse. Enfin, elles sont dispensées de la redevance sur l'utilisation du réseau. De même, les entreprises qui consomment plus d'1 gigawatt d'électricité par an sont exemptées de la taxe sur les énergies alternatives. En 2010, le seuil était encore de 10 gigawatts. Le gouvernement Merkel l'a abaissé sensiblement peu après Fukushima, en imposant toutefois une condition. Une société ne peut être exonérée que si elle est dans la compétition internationale. Désormais, les multinationales pétrolières, les grands groupes chimiques et les géants de l'extraction minière comme RWE bénéficient de ce dispositif, tout comme les usines laitières et les petites cimenteries. Ces dernières ne sont pas dans la compétition internationale, mais n'en ont pas moins été dispensées de la taxe. Actuellement, plus de 2000 entreprises profitent de l'électricité verte bon marché sans participer pour autant au financement de la transition énergétique. L'effet pervers de ce système, c'est que plus le prix de l'électricité est élevé du fait de la transition énergétique, plus il y a d'entreprises qui veulent être exemptées de la taxe sur les énergies renouvelables. Ça augmente d'autant plus le prix de l'électricité pour les autres, et encore plus d'entreprises demandent à être exonérées. Mais la rhétorique ne suffit plus. Le fait de dispenser l'industrie allemande de la contribution financière à la transition pourrait constituer une entorse au droit européen. La Commission européenne se dit « ce sont des subventions et des aides déguisées. Elles doivent d'abord être autorisées. » Je ne pense pas que le dispositif allemand puisse être autorisé. Dans les bureaux du commissaire européen Günther Oettinger, on examine la situation. Les exonérations accordées à de nombreuses entreprises allemandes sont-elles autant d'aides de l'État? Dans ce cas, elles pourraient être interdites en vertu de la législation européenne. Nous sommes la police de l'Europe. Nous n'agissons pas pour des motifs personnels. Je n'ai aucune raison de critiquer la loi allemande, mais je peux l'amender. Mon objectif est de réformer, pas de supprimer. Nous recevons des plaintes des associations de consommateurs, des communes, des gestionnaires de réseaux, des pays voisins qui nous demandent de procéder à des contrôles. Ils veulent savoir si la redevance sur l'utilisation du réseau et la loi sur les énergies renouvelables, l'EEG, sont compatibles avec les règles de concurrence européennes. Contrairement au secteur de l'énergie, l'Union européenne dispose d'armes efficaces en matière d'aide publique et de droit de la concurrence. Ces enquêtes sont une menace sérieuse pour l'avenir de la transition énergétique allemande. Nous estimons que l'EEG n'est pas une subvention parce qu'elle n'est pas financée par le budget de l'État. Nous nous battons pour défendre cette position. Cela dit, selon moi, la procédure en cours nous incite à nous concerter davantage avec nos voisins européens, avec nos alliés, pour savoir ce que nous pouvons faire ensemble en matière de transition énergétique. Mais les promesses ne satisfont plus les contrôleurs européens. La Commission de Bruxelles veut des faits tangibles et en appelle d'ores et déjà au futur gouvernement allemand qui sera élu fin septembre.
Voilà ce que je dis aux partis qui veulent former un gouvernement après les élections législatives et conclure un accord de coalition. Une révision générale de l'EEG est indispensable, notamment pour des raisons européennes. Berlin doit donc agir. D'autant que les problèmes ne s'arrêtent pas là. Non seulement la Commission européenne critique les exemptions dont bénéficie l'industrie allemande, mais elle examine aussi les indemnités de mise en réseau garanties par la loi EEG. Tant qu'il s'agissait de technologies de niche qui avaient une toute petite part de marché, 2, 3, 4, 5%, on fermait les yeux en se disant « ils sont en phase de développement, on ne va pas les accabler avec la réglementation sur les aides publiques ». Désormais, on constate qu'il s'agit de la principale source d'énergie, du facteur clé sur tout le marché, avec des dizaines de milliards d'euros en jeu. La loi sur les énergies renouvelables assure des profits substantiels à de nombreux producteurs d'électricité et suscite de vives critiques. La répartition des aides publiques fait débat. On parle de 20 milliards de subventions. Pas de souci, cet argent est bien distribué, il va bien quelque part. Ces 20 milliards d'aides sont défendus bec et ongle, par tous les moyens. Et je peux vous dire que comparé à cela, le lobby nucléaire se comportait comme un enfant de cœur. On peut s'interroger sur la pérennité d'un système où l'on vous verse des indemnités qui vous remboursent les frais de mise en réseau et qui vous permettent même de réaliser un profit dans le domaine des énergies alternatives, alors que celles-ci vont bientôt couvrir un tiers, voire la moitié du marché. Ces dernières années, les aides financières ont accéléré le développement des ressources renouvelables. Pour autant, l'objectif premier de la transition énergétique, qui est de réduire les émissions de CO2, n'est toujours pas atteint. Pourquoi? La centrale au lignite de Niederhausen, l'une des plus performantes de ce genre en Allemagne. Elle émet 28 milliards de kilos de gaz carbonique par an. Les centrales comme celle-ci doivent acheter des certificats d'émission dans une bourse, le but étant de les rendre moins rentables et de les faire participer aux coûts générés par la pollution au CO2. C'est du moins le plan de l'Union européenne. Le marché du carbone ne fonctionne pas actuellement. Le prix est d'environ 3 € par tonne d'émissions de CO2. Or, selon une étude de l'Agence fédérale allemande pour l'environnement, les dégâts causés par une tonne de CO2 se chiffrent à 70 €. Si le prix des émissions est très faible, l'électricité provenant des centrales à charbon est bon marché, ce qui tire les prix de la bourse vers le bas. Ainsi, l'électricité produite par le charbon peut connaître une véritable renaissance. C'est exactement ce qui se passe en Allemagne. Actuellement, ce système absurde profite aux vieilles centrales à charbon. C'est dû en partie au dysfonctionnement du marché du carbone, qui devrait sanctionner les installations vétustes et peu performantes. Or, pour le moment, ça ne marche pas du tout. En Allemagne, on en est arrivé à cette situation aberrante où l'on émet encore plus de CO2 depuis Fukushima, précisément à cause de ces mécanismes de marché que les dirigeants politiques auraient dû empêcher. Au Parlement européen, on se bat depuis plusieurs mois pour relancer le marché des émissions de CO2. Claude Turmes, député européen du groupe des Verts, a pris la tête de la bataille. L'idée du marché des certificats de CO2 est venue de l'économie privée. À l'époque, nous étions d'accord. Nous voulions un système plus souple pour les grands sites industriels et les grandes centrales. Sur le marché du carbone aussi, on a dès le départ aménagé des niches pour l'industrie. Combien BASF a-t-il versé pour financer la protection du climat en vertu des lois européennes ou allemandes? Réponse, 0 €. L'entreprise n'a encore jamais dû acheter un seul certificat de CO2, parce qu'elle a toujours été en excédent, c'est-à-dire qu'elle a toujours obtenu plus de certificats qu'elle n'en avait besoin. Le groupe des Verts au Parlement européen discute de la stratégie à suivre. En juin, une proposition visant à retirer des certificats du marché a été rejetée. Les titres seraient alors devenus plus chers.
Nombre de députés conservateurs allemands ont voté contre ce projet de loi. Comment la présidente de la CDU, Mme Merkel, peut-elle tolérer que le débat soit verrouillé ou que la politique environnementale de l'Allemagne soit sabotée par les députés de son propre parti au Parlement européen? 3 juillet 2013, deuxième tentative. Cette fois, la proposition de réduire le nombre de certificats est acceptée. Le Parlement européen et la Commission de Bruxelles sont sur la même ligne. Mais les États membres ne parlent pas encore d'une seule voix. Un pays en particulier empêche le consensus, l'Allemagne. Cette position est due au ministre de l'économie, Philippe Rösler. Il affirme que le marché du carbone fonctionne. Pourtant, en 2007, avant la crise financière, on a émis bien trop de titres dans l'attente d'une croissance économique qui n'est jamais arrivée. L'offre de certificats est donc supérieure à la demande. Il y a la question de la réduction des émissions de CO2 et celle plus controversée du marché du carbone. Je ne cache pas que je suis favorable à ce marché parce qu'il permet d'atteindre de façon optimale les objectifs de l'Union européenne en matière de protection du climat, comme en témoignent les bas prix des certificats. Je sais que cela suscite des débats et même de violentes polémiques, mais c'est un phénomène inhérent à une économie sociale de marché. Selon Philippe Rösler, le fait que le prix se monte à 4 € constitue la preuve du bon fonctionnement de l'économie de marché. Toutefois, ce n'est qu'à partir de 30 € que les titres auraient vraiment un impact sur les émetteurs de CO2. Une opinion partagée par un de ses collègues. L'Allemagne doit être pionnière en matière de protection du climat. Sur ce point, je suis en contradiction avec mon collègue Philippe Rösler. Nous avons intérêt à réduire les émissions de CO2 en Europe tout en respectant les lois de l'économie de marché. Le gouvernement qui veut accélérer la transition énergétique est divisé précisément sur cette question centrale. Or, l'Allemagne doit apparaître unie. Avec les voix de l'Allemagne au Parlement et au Conseil européen, une réforme du marché du carbone serait envisageable. C'est pourquoi le blocage qui existe à l'intérieur de notre pays représente un danger pour toute l'Europe. Ainsi, il est encore possible de réaliser des bénéfices avec les anciennes sources d'énergie, même si leurs déchets sont dangereux ou que leurs gaz résiduels polluent l'atmosphère. Qui gagne de l'argent actuellement? Je vais vous le dire. Les exploitants des vieilles centrales nucléaires, qui vont continuer à alimenter le réseau électrique jusqu'en 2022. Et surtout, les exploitants de centrales à charbon et à lignite, généralement vétustes et nettement moins performantes que les centrales à gaz ultramodernes, par exemple. Si les anciennes centrales nucléaires et à charbon gagnent de l'argent, c'est à peine le cas des centrales à gaz modernes et relativement propres. Les périodes d'activité des centrales conventionnelles se réduisent comme peau de chagrin. Et en raison d'un tas d'autres facteurs tels que l'évolution du prix du gaz ou la situation du marché des certificats, les centrales électriques ne gagnent plus rien. Certaines ont une période d'activité tellement courte que ça ne vaut plus la peine de financer toute l'année l'approvisionnement en combustible, les procédures de révision, la rémunération du personnel et bien d'autres éléments. Il faut voir le coût global de ces centrales par rapport à ce qu'elles rapportent et à leur durée d'activité. Irsching, en Bavière, abrite la plus moderne et la moins polluante des centrales au monde. Elle n'a que quelques années. Pourtant, elle ne tourne en moyenne que 4 heures par jour, car elle n'arrive plus à s'imposer face au charbon et aux énergies renouvelables. Comparé au charbon, le gaz utilisé comme combustible est trop cher. Le bruit court que le président Deon a menacé le Land de Bavière et le gouvernement fédéral de fermer la centrale. Est-ce vrai? Je tiens encore une fois à rétablir la vérité. On n'a menacé personne. J'ai simplement dit que je fermerais la centrale et que j'envisagerais de la délocaliser si le Land de Bavière n'en voulait pas. Je n'ai demandé à personne de payer. J'ai simplement déclaré que nous prendrions une décision nous-mêmes si personne ne voulait discuter avec nous. Or, on a bien voulu discuter avec nous, parce qu'il est très difficile d'avoir un approvisionnement en électricité stable, fiable et propre sans les centrales à gaz les plus modernes de la planète. Et elles se trouvent justement en Bavière. C'est pourquoi les responsables politiques nous ont dit qu'il n'était pas judicieux de démonter les centrales à gaz les plus modernes d'Allemagne pour les transférer en Turquie. Là-dessus, je suis d'accord. Tenet, le gestionnaire du réseau, paie E.ON pour l'exploitation de la centrale et peut ainsi en disposer à tout moment. Il répercute les coûts sur les consommateurs. Non seulement cette centrale est ultramoderne, mais elle est d'une importance vitale. Elle est indispensable au système d'approvisionnement électrique de la Bavière
et de toute l'Allemagne. Ce n'est pas un obstacle à la transition énergétique. Ce n'est pas non plus à la charge des consommateurs. Monsieur Hartmann l'a dit, c'est la solution la plus avantageuse pour les consommateurs. Toutes les autres options n'étaient vraisemblablement pas viables d'un point de vue technique. Et puis, ce serait quand même ironique de privilégier le lignite pour assurer l'essor des énergies renouvelables. La transition énergétique ne peut pas se faire comme ça. L'Allemagne a déjà apporté la preuve qu'une partie de la transition énergétique fonctionnait, techniquement parlant. Mais est-elle finançable dans son intégralité? Une question que se posent aussi ses voisins européens. J'entends partout les mêmes commentaires. Dernièrement, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault me soutenait que si l'Allemagne réussissait, ce serait probablement un exemple pour le monde entier, que d'autres pays seraient tentés de faire pareil. Depuis, le gouvernement allemand a adopté une loi qui interdit aux groupes énergétiques d'arrêter des centrales indispensables au réseau, même si elles leur infligent des pertes. On ignore en revanche comment ils seront dédommagés. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Dès que nous découvrons des failles, nous mettons des pansements. Nous avons besoin d'une solution globale et durable. Nous ne pouvons pas nous contenter de changer les pansements. Si les partis politiques croient qu'ils peuvent continuer à gérer la transition énergétique comme ils le font actuellement, ils courent droit à la catastrophe. La transition énergétique allemande. Une révolution solitaire et, jusqu'ici, un immense chantier. Et si les problèmes persistaient? Et si, en 2022, le gaz n'était toujours pas rentable et le charbon toujours bon marché? Les dernières centrales nucléaires seront-elles vraiment mises à l'arrêt alors qu'elles n'émettent presque pas de CO2? La sortie du nucléaire est-elle irréversible? Absolument, personne n'en doute. Nous avons pris la ferme décision avec le soutien du Bundestag, du Bundesrat et d'une grande partie de l'opinion publique de sortir du nucléaire d'ici 2022. Ceux qui ont lu les rapports sur la radioactivité à Fukushima et la hausse du taux de cancer de la thyroïde chez les enfants dans la région ne veulent pas continuer à prendre de tels risques pour les générations futures en Allemagne. La sortie du nucléaire est une bonne chose. En même temps, à court terme, c'est dur pour le porte-monnaie. Par conséquent, les responsables politiques doivent bien faire attention à ne pas commettre d'erreurs et à ne pas discréditer la transition énergétique. Je pense que la transition énergétique est irréversible en Allemagne. Des processus ont été engagés. Toute une nouvelle industrie est née et elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. La transition énergétique n'est pas un projet isolé mené par un ministère et qui pourrait être stoppé du jour au lendemain. C'est un mouvement qui vient d'en bas, qui a amené 4 millions d'Allemands à devenir producteurs d'électricité. Il a sa propre industrie, son propre lobby. C'est un secteur extrêmement important pour l'économie allemande. La transition énergétique allemande est-elle un échec programmé? Un projet solitaire trop ambitieux? Un modèle pour le monde entier? Tout est encore possible. La révolution vient tout juste de commencer.